Bonjour tout le monde. Notre cerveau est une machine de survie vraiment exceptionnelle. Mais paradoxalement, c'est aussi notre pire saboteur. Ah, ça c'est clair. Le pire saboteur qui soit. Et aujourd'hui, on plonge dans une exploration pour décortiquer ça en fait. L'objectif, c'est de comprendre un concept qui donne un peu le vertige, à savoir la tyrannie de nos propres pensées. Un sujet fondamental. Surtout pour les gens qui s'intéressent ou qui découvrent tout juste le développement personnel. On va s'appuyer sur les notes et le script vidéo de Siam Abadi. Elle est manager en ressources humaines et coach. Ouais, son approche sur les pensées qui sabotent le bonheur est super concrète. Exactement. Et la mission de notre discussion, c'est de créer un véritable déclic chez les personnes qui nous écoutent. On veut démontrer de manière très simple que nous ne sommes pas nos pensées. C'est la base, oui. Et on va faire ça sans aucun jargon compliqué. Le but, c'est d'éviter la fameuse infobésité et de donner des outils concrets. Parce qu'au final, c'est pas la vie quotidienne ou les circonstances qui empêchent les gens d'être heureux. Non, pas du tout. Ce sont uniquement les pensées générées gratuitement par notre cerveau. C'est fou, non ? C'est fou, mais c'est la réalité. Et l'angle de Siam Abadi est super pertinent pour ça. Quand on comprend, d'un point de vue purement analytique, que le mal-être vient pas de la réalité factuelle, Ouais. mais vraiment de l'interprétation de cette réalité, ça change tout. On passe d'un statut de victime passive face aux événements à un rôle d'observateur. On reprend un peu le contrôle, quoi. Exactement, on observe sa propre mécanique mentale. Et pour observer cette mécanique, il faut d'abord comprendre comment le cerveau déforme les faits au quotidien. Et la source prend un exemple d'une banalité affligeante. Mais tellement universel. Ah oui, on l'a tous vécu, l'envoi d'un message qui reste sans réponse. On imagine le scénario, quelqu'un envoie un texto important, on voit les petites bulles de frappe apparaître, puis disparaître. Le fameux suspense. Voilà, et les minutes passent, les heures s'écoulent, silence radio total, et là, dans le crâne, c'est la machine folle qui se met en route. La machine à fabriquer des drames. C'est ça. Le doute s'installe, le jugement arrive, le cerveau tourne en boucle avec des phrases genre « j'ai dit un truc de mal, elle m'ignore », pour finir par la conclusion radicale « je suis pas quelqu'un d'important ». Ce qui est très intéressant ici, c'est la rapidité de la réaction. Le cerveau a horreur du vide, en fait. Le seul fait neutre et réel, c'est « il n'y a pas de réponse sur l'écran ». Rien de plus. Rien de plus. La personne est peut-être sous la douche ou a perdu son téléphone. Mais le cerveau comble le vide avec ce que notre source appelle des distorsions cognitives. Il y en a plusieurs, non ? En effet. 3 principales ici. D'abord, la généralisation. Un seul message sans réponse et pouf, c'est une règle absolue sur toute la relation. Ensuite, le catastrophisme. On imagine le pire tout de suite. C'est ça. Et enfin, la pensée extrême. C'est tout ou rien, il n'y a plus aucune nuance. Moi, ça me fait penser à un filtre photo sur un téléphone. Ah oui, Bah oui, imagine une appli de retouche. Tu prends une photo magnifique d'une plage en plein soleil. Et l'appli applique un filtre par défaut qui rajoute des nuages gris, de la pluie et une musique de film d'horreur. l'ambiance est ruinée. Totalement. Le cerveau prend un fait neutre, l'absence de réponse, et claque ce filtre tragédie par-dessus. Le danger, c'est de croire que c'est la vraie météo. C'est une excellente métaphore. On finit par vivre dans la tempête qu'on a soi-même créée. Mais attends, là je ressens le besoin de faire l'avocat du diable. Je t'écoute. C'est pas biologiquement normal de s'incréter. Je veux dire, si on pense à nos ancêtres, se sentir ignoré par la tribu sociale, c'était vital. Si la tribu te rejette, tu te retrouves seul dans la savane et tu meurs. Biologiquement, c'est exactement ça. Ce mécanisme n'est pas un défaut de fabrication. C'est notre meilleur système de survie, façonné par l'évolution. Donc, le cerveau fait juste son boulot. Un boulot fantastique pour l'époque. Il y a 100 000 ans, si un buisson bougeait, celui qui pensait c'est juste le vent finissait mangé par un lion. Celui qui imaginait le pur scénario, lui, survivait. Et il transmettait ces gènes de personnes angoissées. Voilà. Le rejet social, c'était aussi une condamnation à mort. Le problème, c'est l'anachronisme du mécanisme. C'est-à-dire, Le contexte a changé, mais notre amygdale, le centre de la peur, est restée la même. Elle réagit à un simple SMS sans réponse avec la même chimie hormonale qu'une exclusion tribale. d'où la panique totalement démesurée. Exactement. Et c'est là que la distinction de Siam Abadi est cruciale. Ce qu'on perçoit, c'est pas des faits, c'est des interprétations dictées par un instinct obsolète. Plus on y croit, plus ça devient une réalité vécue dans le corps, avec le cœur qui bat vite, les sueurs, tout ça. Donc lutter frontalement contre ça, se forcer à penser positif, ça marche pas vraiment. Se battre contre sa propre chimie, c'est perdu d'avance. Et ça culpabilise énormément. C'est clair. Et c'est là que la source propose un truc vraiment rafraîchissant. Une solution hyper ludique pour se détacher de ses pensées sans entrer en conflit. Nommer la petite voix. C'est ça, donner un prénom à cette voix négative.
Mais attention, un prénom un peu ridicule ou stéréotypé. Elle donne les exemples de Fatima la dramatique ou Sophia la stressée. J'adore le concept. Le but, c'est vraiment de creuser un fossé entre son identité profonde et cette voix. De se dire que c'est juste une partie de soi qui a appris à avoir peur. En psychologie, on appelle ça la diffusion cognitive. La diffusion. Oui, c'est briser la fusion entre le je et la pensée. Au lieu de dire « je suis angoissé », ce qui absorbe toute l'identité, on dit « ah, c'est Sophia la stressée qui s'agite ». On externalise. Moi, je trouve ça génial. On pourrait inventer une galerie de personnages pour chaque problème. Genre, pour l'anxiété du dimanche soir, on l'appelle Gaston le Grognon. Gaston le Grognon, c'est parfait? Ou pour le syndrome de l'imposteur au bureau, Maurice l'apocalyptique. T'es en réunion, la panique monte, et tu te dis intérieurement « Ok, Maurice a pris le micro avec ses théories du complot sur ma carrière. » Ça désamorce le truc. Complètement. Mais petite question quand même, est-ce que traiter son cerveau comme un colocataire super dramatique, ça risque pas de nous faire passer pour un peu fou? On dialogue avec des voix imaginaires, quoi. C'est une réaction très courante chez les débutants en développement personnel. Mais d'un point de vue neurologique, c'est tout l'inverse de la folie. C'est de la pure clarté mentale. Ah bon? Comment ça? Parce que nommer l'émotion, ça engage le cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau pour la logique et le contrôle. Donc ça coupe la partie panique? C'est ça. En forçant le cerveau à utiliser le langage pour identifier la peur, on retire du flux sanguin à l'amygdale qui s'emballait. On montre à son système nerveux qu'on est la maison tout entière, solide, et pas juste l'alarme incendie qui hurle dans le couloir. La maison face à l'alarme incendie. J'aime beaucoup l'image. Mais bon, soyons honnêtes. En plein cœur de la tempête, Gaston ou Fatima, ils peuvent hurler très très fort, hein? Oh oui, ils ont de la voix. Du coup, quand le colocataire refuse de se taire, il faut une tactique instantanée. Et là, on arrive à la micro-solution de notre source. La première étape, c'est de reconnaître la pensée sans la valider. Ne pas croire automatiquement tout ce qu'on pense. Voilà. Et l'outil clé, c'est une petite question déclic à se poser. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est mon cerveau qui panique? Ce qui est fascinant ici, c'est l'effet de cette question. Elle impose une pause. Moi, je compare ça à un filtre anti-spam. T'as ta boîte mail, la pensée catastrophique arrive directement dans les courriers indésirables. C'est très visuel. Tu reçois la notification, tu vois l'objet du mail en gros et en rouge du genre tout le monde te déteste au bureau. Le spam classique. Tu vois que le message existe, le serveur l'a bien reçu, mais t'es absolument pas obligé de cliquer dessus, ni de l'ouvrir, et encore moins de télécharger la pièce jointe, toxique, pleine de virus émotionnels. Tu lui laisses juste dans le dossier. Exactement. Sauf que la vraie difficulté, c'est le timing. Comment on réussit à garder la lucidité de se poser cette question « est-ce vrai 1 ?» alors que la panique sécrète de l'adrénaline à fond? C'est vraiment le cœur de l'apprentissage. Au début, c'est presque impossible de ne pas ouvrir le spam. Le circuit de la peur, c'est une autoroute à 6 voies dans notre cerveau. C'est le chemin le plus facile. Voilà. Mais pratiquer cette question « est-ce vrai 1 ?» ça crée une micro-pause neurologique. Une petite fraction de seconde de doute entre le moment où le SMS reste sans réponse et la réaction de panique. Un frein à main, en fait. C'est exactement un frein à main. Ça signale au corps d'arrêter de pomper du cortisol partout. C'est le passage de la réaction animale à l'observation consciente. Ça veut dire qu'on a totalement le droit de ressentir la peur, d'être mal à l'aise, mais sans acheter le produit frauduleux que la peur essaie de nous vendre. Tout à fait. L'émotion est là, mais on n'y adhère pas. Mais parfois, même en observant ses pensées, même en repérant Sophia la stressée, il y a juste trop d'idées noires en même temps. La quantité d'urgence perçue dépasse notre capacité à se poser des questions tranquillement. La réalité devient un chaos total. C'est ça, le fameux trop-plein mental. Et le système de filtrage s'effondre. Moi, ça me fait penser à un navigateur web avec 50 onglets ouverts en même temps. L'angoisse numérique. T'as des articles, des vidéos, et d'un coup, t'as une musique super stressante qui se met à hurler. Et le pire, c'est que tu sais même pas de quel onglet ça vient. Et l'ordinateur commence à ramer. Tu cliques partout, le ventilateur hurle, c'est la panique. Dans ces moments-là, la simple question « est-ce vrai ?» suffit plus. Et c'est pour ça que la source introduit une méthode super structurée. Pour arrêter de trop penser. Oui, la méthode défi et un plan de sérénité sur 21 jours. Même sans rentrer dans le détail de chaque lettre de l'acronyme, le fait même d'avoir un processus en plusieurs étapes, c'est hyper rassurant quand le mental va planter, non ? Si on relie ça au contexte global, c'est vital. Face à ces 50 onglets ouverts, le cortex préfrontal est submergé. Il n'arrive plus à prioriser. Tout a l'air d'être une urgence absolue. On délègue la crise à une structure externe.
Ah, c'est intelligent. L'esprit se concentre juste sur la toute petite étape suivante de la méthode, au lieu de bloquer sur l'énormité du problème. En gros, on ferme les onglets un par un avec le gestionnaire des tâches au lieu de taper sur le clavier de frustration. C'est exactement ça. Et ce délai de 21 jours pour le plan de sérénité, c'est pas un hasard, je suppose. On entend souvent ça pour la création d'habitudes. Qu'est-ce qui se passe sous le capot du cerveau pendant ces 3 semaines? Ça fait référence à la neuroplasticité. Chaque fois qu'on cède à la panique, on renforce le chemin neuronal de l'anxiété. C'est comme marcher dans l'herbe toujours au même endroit, ça fait un sentier. D'accord. Mais chaque fois qu'on utilise une méthode pour bloquer le catastrophisme, on crée un nouveau chemin. Et il faut un effort répété sur plusieurs semaines pour que ce nouveau chemin devienne la voie par défaut. Donc les 21 jours, c'est le temps pour recabler le matériel, en fait. C'est le temps minimum pour modifier l'architecture interne face au stress. Savoir que la paix mentale, c'est aussi de la biologie et pas juste de la volonté, c'est super rassurant. Si on résume un peu tout ça, le message de la source est limpide. Les pensées, c'est pas des faits. Juste des histoires. Des fictions inventées par le cerveau avec des filtres déformants. Donc le plan d'action, c'est on identifie la pensée, on nomme la voie pour s'en distancer, on pose la question est-ce vrai? Et si ça déborde, on utilise une méthode structurée. C'est le résumé parfait pour passer de la réaction subie à l'action consciente. D'ailleurs, ça soulève une ultime réflexion pour les personnes qui nous écoutent. Dis-nous tout. On vient de voir que le cerveau est capable d'inventer des scénarios catastrophes extrêmement détaillés à partir de rien. C'est un conteur d'histoire d'une puissance inouïe. Un vrai romancier spécialisé en thrillers et drames. C'est la métaphore parfaite. Alors la question c'est, cher, puisqu'on a tous ce talent extraordinaire de romancier intérieur, que se passerait-il si on décidait de le détourner? C'est-à-dire, Et si on forçait ce narrateur à écrire des scénarios d'opportunité, de réussite ou de joie, avec la même conviction? Est-ce qu'on pourrait hacker notre imagination pour en faire un allié absolu? au lieu d'un saboteur. Exactement. Générer des émotions positives avec la même intensité que nos pires terreurs. Le vrai pouvoir, c'est de changer le film dans le projecteur. Tout simplement. C'est à chacun de se demander quel genre de film son colocataire mental projette aujourd'hui. Laissez les drames dans les spams et choisissez la bonne histoire. Sur ce, merci pour cette analyse fascinante et à la prochaine pour une nouvelle exploration.